Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à la faveur de cette rubrique dans votre émission Dimanche C'est politique. Aujourd'hui, nous allons donc aborder trois sujets à la faveur de votre rubrique l'hebdo des éditorialistes, le décryptage des faits marquants de l'actualité politique nationale au Bénin, bien évidemment avec des confrères en studio. Et dès l'entame déjà, nous voudrions souhaiter ou présenter nos sincères condoléances à toute la nation béninoise, le Bénin qui a perdu l'un de ses braves citoyens. Le ministre Yves Kouarou Chabi donc nous a quittés dans des moments très difficiles. Mesdames et messieurs, nous apportons justement le réconfort de l'équipe de votre émission Dimanche C'est politique, notamment de l'hebdo des éditorialistes à tous les citoyens béninois. Trois sujets. Donc, le premier, audit du fichier électoral avec la mise à disposition des ressources au comité de pilotage en charge donc de l'audit du fichier électoral. C'est l'une des informations à retenir du Conseil des ministres de cette semaine. Que pense nos confrères de ce sujet? Nous en parlerons. Et puis, en deuxième lieu, nous parlerons de la conférence nationale des forces vives, 35 ans déjà. Quel est l'héritage politique pour le Bénin d'aujourd'hui? Et pour finir, le démarrage de la commercialisation des logements sociaux mis à disposition par le gouvernement béninois. Ce sont les trois sujets abordés. Et pour faire l'exercice, je reçois pour vous Sylvanus Aimavo. Il est journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de ETélé. Merci pour la disponibilité. Tout le plaisir pour moi. J'en profite également pour présenter toutes mes condoléances au peuple béninois. Voilà. Stéphane Akinou Rossou, il est journaliste, rédacteur en chef de l'Autre Vision. Bonjour à vous. Bonjour, chers confrères Romuald. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices qui prennent toujours du plaisir à nous suivre. Et bonjour également aux confrères qui sont en plateau avec nous pour décrypter l'actualité politique nationale. Très bien. Merci pour la disponibilité aussi. C'est Anselme Atemi nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous en cette journée dominicale. C'est Anselme Atemi, bonjour. Bonjour Romuald, oui, bonjour aux confrères qui sont là, bonjour aux amis téléspectateurs de ETélé. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes écrivain aussi. Oui. Mesdames et messieurs, voilà, ce sont là nos invités pour l'exercice de ce matin. Audit du fichier électoral, mise à disposition donc des ressources pour le comité de pilotage. Déjà cette semaine, nous avons eu deux sorties de l'Agence nationale d'identification des personnes par l'entremise de son directeur général, donc Aristide Adjinakou, qui a parlé un peu de l'agenda donc de transmission de la liste électorale. Puis après cette conférence de presse, ce point de presse qui vient clarifier un certain nombre de choses sur le rôle technique que joue l'ANIP et puis la mise à disposition des fonds, l'audit souhaité par l'opposition. Déjà, tout ceci, Sylvanus Aimavo, quel regard portez-vous justement sur cette actualité? Je crois que c'est une très bonne démarche que le gouvernement a prise déjà en décidant de mettre près de 159 millions à la disposition pour auditer le fichier électoral. Vous savez que c'est le souhait le plus ardent d'un parti politique de l'opposition, les démocrates pour ne pas les citer. Les membres de ce parti avaient, lors d'une rencontre avec le chef de l'État, demandé que le fichier soit audité. Et le chef de l'État, je crois qu'il a entendu leur requête. Et vous savez, il y a eu des étapes qui ont précédé la mise à disposition du fonds. Donc déjà, il y avait eu une rencontre avec le ministre de la Justice pour débattre de comment voilà, cet audit pourrait être audité. Et après cela, on a le fonds aujourd'hui. On ne peut que saluer une belle avancée. C'est la preuve que le chef de l'État tient réellement à ce que les élections générales de 2026 se déroulent dans la paix qu'on nous connaît au Bénin. Et donc, je voudrais simplement souhaiter que ces fonds soient vraiment
utilisé à bon escient. Parce que, quand même, de la classe politique de l'opposition quand on sait que 159 millions, plus de 159 millions, c'est l'intégralité. Est-ce que le gouvernement était appelé à pouvoir accompagner de façon intégrale? Non, mais le gouvernement, oui, le gouvernement peut le faire, puisque l'opposition vous dira que quelqu'un n'a pas les moyens et que c'est le gouvernement en place qui a tous les moyens, toutes les ressources financières nécessaires pour que ce travail soit accompli. Donc, c'est normal que le gouvernement le fasse, et le contraire aurait peut-être provoquer de nouvelles tensions, parce que vous savez, l'opposition s'est souvent cantonnée à réclamer, exiger que le fichier soit revu, et parce que vous savez, c'est à chaque élection qu'on vit pratiquement ça. On demande parce qu'on a des a priori, on a des appréhensions, des préjugés. On se demande si ce fichier électoral pourrait nous permettre de gagner les élections. Donc, il y a c'est dit, des soupçons souvent autour du fichier électoral. Je crois que mettre les moyens à disposition pour son audit augure déjà d'une bonne avancée et augure déjà d'un bon déroulement du processus électoral. Donc, nous avons les élections générales de 2026 et c'est un grand carrefour qui nous attend. Et le fichier électoral, très important. Sans cela, on ne pourrait même pas parler d'élection. Donc, aujourd'hui, c'est de faire, c'est dire en sorte que les fonds soient vraiment utilisés comme cela se doit, et qu'un travail de qualité soit fait. Bien, même si, bon, on sait que aucun fichier électoral n'est parfait, il est quand même... Vous permettez, Sylvanus, on y revient. Le temps pour nous de recueillir également les premiers mots, les premiers regards de Stéphane sur ce sujet. Oui, comme Sylvanus le disait tout à l'heure, je pense que cette démarche du président de la République, pour ma part, c'est d'abord une démarche élégante, parce que rien ne l'obligeait à céder à cette requête de l'opposition. Et donc, autoriser que les fonds soient décaissés, c'est déjà la preuve que le chef de l'État est ouvert à l'organisation d'une élection inclusive, consensuelle et unanime. Et donc ça, il faudrait le saluer. Est-ce qu'il était obligé? Non, rien ne l'obligeait, mais le fait de l'avoir dit et d'avoir joint l'acte à la parole est déjà la preuve de sa bonne foi. Et devrait commencer par fêter un certain nombre de prétendus, de supposés, d'accord, qu'on essayait d'alimenter pour agiter l'opinion publique. Donc, je pense que le chef de l'État, en le faisant, témoigne, n'est-ce pas, donc, premièrement, de sa bonne foi. Encore que la démarche est d'autant plus élégante qu'il faut comprendre que les partis politiques qui soutiennent son action ne sont pas preneurs, n'est-ce pas, donc, d'une telle démarche. Donc, ça veut dire que le chef de l'État, à ce niveau-là, ne tient pas forcément, n'a pas tenu compte de l'avis des formations politiques qui soutiennent son action. Ça veut dire qu'il est totalement impartial et neutre. Donc, il se met au-dessus de la mêlée. En tant que chef d'État, il se met au-dessus de la mêlée et veut que le processus électoral se déroule de façon normale, sans accroc. Et donc, tout en sachant que le fichier électoral est un élément sensible, si Sylvanus le disait. C'est un outil fondamental. Et donc, si le chef de l'État permet à ce que l'opposition, n'est-ce pas, donc, audite le fichier électoral, ça veut dire qu'il n'a rien à se reprocher. Premièrement, il n'a rien à se reprocher. Et on peut déjà implicitement y voir que il est candidat à rien. Il veut faciliter, il s'implique, mais il veut faciliter le processus électoral. Et moi, je suis totalement satisfait de cette démarche du chef de l'État. Reste à savoir que si le travail se fera tel que l'opposition le demande. Parce que c'est ça aussi, et donc on va espérer que ceux qui ont été commis pour faire ce travail le fassent également tel que
tel que cela se doit. Mais le plus important, au-delà du fichier électoral, n'est-ce pas, cela ne garantit pas déjà la victoire pour les démocrates, parce que au-delà du fichier électoral, il y a quand même un certain nombre de travail qu'il faut faire, n'est-ce pas? Donc, c'est un ensemble, et le chef de l'État, en donnant le quitus, dit, bon, allez-y, j'observe ce qui va se passer. Très bien. Anselme Atemi, est-ce que il suffit de mettre à disposition près de 160 millions de francs CFA pour que l'audit, le processus d'audit du fichier électoral soit une réussite, comme le veulent d'ailleurs les membres de l'opposition? J'ai envie de vous dire oui, et je dirais non ensuite. Je dis oui, pourquoi? Je dis oui parce que il faut des moyens pour pouvoir réussir une mission. L'objectif était de pouvoir réévaluer, auditer le fichier électoral. Et mes confrères ont dit tout à l'heure que c'est l'une des choses les plus importantes pour aller aux élections. Moi, je dis que c'est la chose la plus importante pour aller à des élections, soit-elle générale, spécifique ou singulière. C'est la chose la plus importante, le fichier électoral. Donc, il est très important de pouvoir faire ce qu'il faut faire pour que cela puisse être audité. Et en cela, la démarche du chef de l'État, je la trouve élégante, oui, mais je la trouve d'abord démunie de toute partialité. Elle est totalement impartiale. Il se met au-dessus de la mêlée. Il fait les choses telles qu'elles doivent être faites pour donner à tous de pouvoir voir qu'il ne prend parti pour rien du tout. Ensuite, je trouve que cette démarche vient soutenir un peu, sinon donner la preuve, une nouvelle preuve même, je dirais, de tout ce qu'il était en train de dire depuis. Il y a des langues qui lui prêtent des intentions. Plusieurs fois, c'est arrivé. Il a, du mieux qu'il pouvait, pu dire que non, je ne ferai rien, je ne me présenterai pas, etc. Je ferai en sorte que les choses se passent bien. Et là, maintenant, on est à 1 an des élections, on peut le dire. On est à 1 an de ces élections-là. Et les fonds sont mis à disposition, non pas partiellement, mais entièrement, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir procéder le processus exactement à l'audit. Il a même été dit dans ce pays que s'il était nécessaire que les partis de l'opposition ou le parti de l'opposition, le principal parti de l'opposition, puisse lui-même trouver les experts qui pourraient procéder à cet audit, qu'il le fasse. Le chef de l'État était prêt à pouvoir mettre les moyens nécessaires à disposition pour qu'il puisse aller... Pour qu'il y ait une contre-expertise. Exactement, pour qu'il puisse avoir une contre-expertise. Et donc, c'est déjà bien de pouvoir mettre les moyens à disposition, mais est-ce que cela suffit pour se rassurer que le fichier sera audité tel que l'on le veut et que à la fin, il n'y ait plus de quiproquos, qu'il n'y ait plus de prétentions, de non-dits, etc. Je pense que non. Longtemps dans ce pays, les fichiers électoraux ont été revus, audités, etc. Il y a toujours eu des choses à dire par rapport à ça. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la perfection n'existe pas. Mais je suis de ceux qui pensent que la perfection dans ce monde vient seulement de l'éternel Dieu. Donc, les hommes feront ce qu'ils ont à faire. Il y aura toujours d'autres hommes qui diront que ça n'a pas été bien fait. Donc, je pense que oui, les moyens ont été mis à disposition, mais est-ce que cela suffit pour se rassurer et dire après que c'est bon, le travail a été fait, il n'y a plus rien à dire là-dessus? Je serais étonné d'apprendre que tout le monde puisse dire ça à la fin de cet audit de ce fichier électoral. Très bien. On a de l'Agence nationale d'identification des personnes, chers confrères, vous l'avez certainement suivi, où il est revenu un peu sur l'agenda. Et il a aussi parlé dans une autre sortie, dans une deuxième sortie cette semaine, où il a parlé un peu de la crédibilité qu'on devrait attribuer à cette agence-là, quand on sait que le rôle qu'elle joue, c'est un rôle purement technique, et le cas des décès, puisqu'il a évoqué, Sylvanus Aimavo, le cas des décès. Est-ce que, parce qu'en réalité, on a entendu certaines personnes qui estiment que il fallait pour l'opposition de démontrer qu'il y a des décès qui étaient sur le fichier électoral. Ah oui, c'est tout à fait normal que les gens demandent qu'on soit situé par rapport au nombre de décès. Vous ne me direz pas que vous ne savez pas que dans ce pays,
ont voté. Et ce n'est pas seulement au Bénin, hein, c'est partout en Afrique, ça se passe, ça arrive comme ça. Hein. Oui, des morts votent, des gens qui sont déjà décédés, mais on dit ils ont voté parce que il arrive que il y a eu des Écoutez, je ne dis pas que c'est récent. Par le passé, nous avons connu cela. Nous avons connu cela par le passé. Les gens ont dit, les gens sont montés au créneau pour dénoncer et montrer même des preuves à l'appui que voilà, il y a eu des bulletins de vote de personnes décédées. Il y a eu bourraille d'une, il y a eu ceci, là. Donc, c'est normal qu'on cherche à savoir réellement, oui, à clarifier. Donc, il revient maintenant à l'ANIP de faire un travail de fond parce que il faut demander et aller s'il le faut même dans les rameaux pour sensibiliser les gens sur cet aspect-là, leur demander de déclarer le décès parce que c'est pas une habitude chez nous. C'est quand on a peut-être une assurance à prendre à une pension qu'on se précipite pour le faire. Mais quand il y a... oui, parce qu'on a besoin de ces pièces-là pour constituer le dossier. Mais quand il n'y a rien, il y a rien de tel, le Bénin ne se sent pas obligé de déclarer le décès de telle ou telle personne. Donc, il faut forcément que un travail... de fourmi, de recherche soit fait et que la population aussi accompagne l'ANIP dans ce sens. S'il faut passer par... Oui, c'est une synergie, il le faut. Et c'est là, je crois que le rôle des chefs de village, chefs quartier est déterminant parce que eux, ils connaissent ceux-là, en tout cas la plupart de ceux-là qui vivent dans leur quartier, qui vivent dans leur village. Quand il y a décès, ils sont informés. Donc, eux aussi, ils doivent être d'une grande aide pour l'ANIP. Donc, il faut forcément que toutes ces couches-là de la société accompagnent l'ANIP dans le processus. Et je crois qu'il faut, ce qui est encore important, c'est l'implication des membres de l'opposition. Parce que une chose est de mettre les moyens à disposition, mais est-ce qu'on va les impliquer dans le processus? Parce que ne pas les impliquer dans le processus reviendrait à dire plus tard. C'est eux qui conduisent le processus de l'audit. Oui, mais ce que je dis, c'est quoi? Il n'y a que le parti Les Démocrates qui est mis avant. Il y a un cas de concertation. Mais il y a par exemple le parti FCBE qui ne fait pas partie de ce cas de concertation. Et ceux-là, ils peuvent dire plus tard que nous, ils l'ont fait sans nous. Ils ont procédé à l'audit du fichier sans nous. Donc, ils peuvent trouver peut-être des reproches à faire au travail qui sera fait plus tard. S'il y a possibilité de les impliquer, il faut le faire. Il y a quand même le premier responsable de la FCBE qui estime que ce sont les électeurs qui peuvent auditer les listes électorales et donc pour eux, point besoin d'auditer. Non, bon, je ne crois pas. Bon, on va pas amuser la galerie. Hein. C'est sérieux ce qu'on dit là. C'est un fichier électoral. C'est pas la population. Non, c'est pas la population. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de chefs village, chefs quartier. Ce sont ceux-là, ces autorités locales qui peuvent vraiment aider dans ce processus. C'est pas chaque individu béninois lambda pris individuellement, non, isolément, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Stéphane, sur la question. Oui, je crois que l'ANIP joue un rôle technique et le rôle technique de l'ANIP s'appuie sur des données. Et l'ANIP n'a pas vocation à inventer des données. L'ANIP travaille sur la base des données qui sont disponibles. Qui sont issues de l'état civil, du registre national, etc. Et donc, je pense que par rapport au fichier électoral, oui, les citoyens qui se sont régulièrement inscrits, n'est-ce pas, au niveau du registre d'état civil, au niveau de l'ANIP, et qui ont atteint 18 ans, automatiquement, il doit y avoir un mécanisme automatique pour les intégrer comme ceux qui sont éligibles, n'est-ce pas, donc pour les élections. Par rapport au cadre de décès, je pense que c'est sur la base d'une déclaration. Nous sommes d'accord. Et si ces déclarations
ne sont pas faites telles que cela se doit, l'ANIP va transmettre des données. Le fichier sera audité, mais comportera encore toujours des lacunes. C'est pour ça que je trouve pertinente la proposition de Sylvanus, où il faudrait que cet audit-là, tous les acteurs capables de donner, de fournir des éléments techniques soient associés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le fichier électoral doit être un fichier consensuel. Je suppose que les partis politiques qui ne se sentent pas concernés sont en train de dire que le travail qui sera issu, n'est-ce pas donc, ça dit qu'ils ne vont pas s'opposer à ce travail-là. Sinon, je pense que ce serait quand même bien que ces partis-là également soient impliqués, parce que les élections s'organisent avec les partis politiques. Pourquoi seraient-ils refusés à s'impliquer dans un processus qui, d'une manière ou d'une autre, les concerne? Et ils disent par exemple... Parce que les politiciens, je ne leur fais pas toujours foi. Et donc, je reste dubitatif et un peu sur ma faim par rapport à cette position des partis qui soutiennent les actions du gouvernement. Les actions du gouvernement. Je crains que ça ne soit pas un jeu politique qui implicitement recèlerait d'autres actions dont on ignore encore les contours. Donc, ils estiment par exemple, je vais vous faire la question, ils estiment par exemple qu'il faut auditer quelque chose qui existe. Oui. Et si la chose n'est pas encore là, pourquoi? Parce que il y a un calendrier pour la transmission, pour avoir la liste électorale, la liste donc électorale informatisée définitive, et ce calendrier existe. Ben, pourquoi auditer quelque chose qui n'est pas là? On peut les comprendre, mais je dis, ils ne sont pas dans la peau de l'opposition. On dit le chat et je dis l'opposition qui demande à auditer. C'est de quoi elle parle. N'oublions pas tout ce que l'opposition a vécu. Donc, l'opposition est dans sa propre posture. Donc, on peut les comprendre dans leur posture. Mais je dis, là, maintenant, on est à quelques mois des élections. Et donc, ils doivent avoir un regard sur le fichier électoral. Donc, je pense que leur discours, à l'époque, peut être compris, mais là, c'est un discours de déphasé. Parce qu'on est à quelques mois des élections. Et donc, là, lorsqu'on lance un processus d'audit d'un fichier électoral, je pense que normalement, ça devrait concerner tous les partis politiques. De toutes les façons, le plus important, c'est que le travail qui sera fait, si le chef de l'État met les moyens du contribuable, faudrait pas que, in fine, on rejette le travail qui sera fait là, sinon, ce serait comme si on gaspillait l'argent du contribuable béninois. Donc, si si l'État injecte de l'argent dans un processus, je pense que le travail qui en sortirait devrait être un travail consensuel qui serait accepté de tous les acteurs politiques. Si ça peut permettre de rassurer l'opposition, et là, ils ont quand même un devoir. Je pense que Jean-Baptiste Elias est dans le truc là. Je pense bien. Je pense qu'il y a quand même les acteurs de la société civile qui doivent être, qui doivent être impliqués. Donc, ces acteurs-là, qui sont engagés, qui ont l'expertise des processus électoraux, doivent pouvoir avoir les éléments de recueil de données capables de poser le diagnostic, de trouver les solutions pour nous sortir un travail propre et impeccable qui doit être unanimement accepté par les acteurs politiques. Très bien. Le travail est toujours dans les mains, bien évidemment, de l'ANIP. Ce n'est qu'un audit et tout cela. Mais je ne suis pas demandeur de l'audit et pourquoi m'associer? Puisque c'est comme ça on peut comprendre peut-être les partis de la mouvance présidentielle. Romial, oui, j'ai envie de dire que nous avons beaucoup de grâce aujourd'hui. Il y a du soleil dans ce studio et dans vos locaux. Il y a beaucoup d'esprits éclairés qui sont ici. Tout ce que les confrères disent sont archivrés. Mais attention, vous posez une question tout à l'heure. Vous n'êtes pas demandeur de l'audit du fichier électoral. Pourquoi devrait-on vous associer? Elle est belle la question. Je voulais faire un développement par rapport à ça avant même que vous ne posiez la question. Parce que le travail qu'il y a à faire là, excusez-moi, c'est un travail de technicien. J'ai envie de dire de technocrate. Il ne faudrait pas y associer des personnes qui, au-delà de l'esprit scientifique, l'esprit rationnel, se penchent ou ont tendance, à surfer sur l'émotionnel ou à surfer sur ce qui va à l'avantage de leurs intérêts.
je pense que dans l'association des personnes qui devraient travailler sur ce fichier, il faudrait qu'on puisse faire attention. Le confrère Sylvanus tout à l'heure a dit qu'il fallait associer les autorités locales, au niveau de quartier, les chefs de village. Voilà, les collectivités locales, les chefs quartiers, les chefs de village, etc., les communes, les maires et tout ça. Je suis totalement d'accord par rapport à ça. Mais attention, que ces personnes-là qui soient associées puissent travailler de sorte à ce que le résultat du travail puisse être profitable pour la nation. On parle du fichier électoral national. Et dans le national, je voudrais que chacun puisse y voir nation. Il faut qu'on puisse penser au devenir de ce pays pour que les choses puissent aller de plus en plus de l'avant. On a dit tout à l'heure qu'il faut partir d'un existant. Et pour moi, l'existant, c'est la liste électorale informatisée. C'est de ça qu'on part pour venir au fichier électoral national. C'est ça qu'on est en train de mettre en audit, en révision et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Maintenant que le processus est lancé et qu'on demande de venir travailler, il faut aller travailler. Même quand on ne vous appelle pas et que vous avez une certaine expertise, vous avez des informations qui peuvent permettre à ce que on puisse avoir la vérité, la lumière par rapport à certaines questions ou par rapport à certains cas de non, etc. Allez-y. Donnez du vôtre, donnez encore du vôtre pour qu'on puisse parvenir à trouver la vérité, la lumière qu'il faut pour que, à la fin de ce taudis-là, de la liste du fichier électoral national, on puisse non pas se targuer d'avoir un fichier excellent, tout fait, mais qu'on puisse être vraiment proche de l'excellence. Très bien. Le piège, est-ce que l'opposition, en demandant l'audit, l'objectif n'est pas donc de montrer que oui, le travail qui est fait, c'est un travail justement à l'avantage donc de la mouvance présidentielle. L'opposition, les partis de l'opposition. Non, je ne crois pas qu'ils auront à dire plus tard que ça a été l'objectif, fait. Ce n'est pas de non, l'objectif, si on n'avait pas donné les moyens, on n'avait pas mis les moyens à disposition, il aurait pu trouver plus tard c'est-à-dire de choses à dire. Ils auraient pu critiquer maintenant le travail qui a été fait pour dire mais nous on a crié, mais on avait prêché dans le désert, ils n'ont pas mis les moyens à notre disposition pour le faire. Maintenant ils l'ont fait en catimini, ils l'ont fait sans nous, et c'est cela qui va maintenant raviver les tensions sociopolitiques. Mais ce qui se fait maintenant, c'est que ils se sentent impliqués. Et il n'y a pas dit plus tard que ça a été fait sans nous. Non, jamais. D'ailleurs, ce n'est pas le gouvernement qui a demandé l'audit, et donc, ce sont eux. Ce sont eux qui ont demandé. Je ne peux pas demander quelque chose et on me l'accorde. Et plus tard, je viendrai vous dire, mais, non, parce que vous m'avez accordé là, c'est vous-même, vous avez fait votre chose sans moi. Non. Ce serait de pécher même contre eux-mêmes. Cette ATV voudrait placer. Pour eux, quand ils demandent ce fichier de montrer ou de démontrer que le travail qui est fait est mal fait et qui a mal donné, c'est l'occasion de pouvoir le donner les preuves de cela. Qu'ils travaillent et qu'ils fassent montre de leur expertise pour qu'on puisse voir la preuve de ce qu'ils sont en train de dire. Et maintenant, attention, il y a un mal là. S'ils échouent là-dessus, ça veut dire qu'au final, le travail qui était fait était super bien fait et ils devront l'accepter ainsi. Oui. On est en train de parler de l'audit du fichier électoral, oui, par la reprise d'un certain nombre de travaux qui ont été et donc, ce n'est pas un travail qui sera repris par l'opposition pour pouvoir dire, bon, c'est le fichier. Non, pas du tout. Oui. C'est un travail qui a été, voilà, exactement, de l'existant qui sera audité pour voir. Voilà. L'existant dont certains ont douté. Justement, et c'est le doute, c'est précisément qu'il y a le doute qu'ils veulent auditer pour voir ce qui s'y passe en fait. Occasion est donnée pour que tous les doutes puissent être levés. Si certains les partis de la mouvance ne se reprochent rien, d'accord, on est preneur. Mais s'ils ne se reprochent rien et que les autres estiment qu'il y a ci, il y a ça, qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent pour dire non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. C'est ça. Donc il faut déjà, au niveau de l'audit, faire toutes ces divergences-là pour ne pas les étaler après, pour nous faire des débats inutiles. Certainement qu'on fera des débats très utiles, puisque ça vient de commencer, et puis on en a jusqu'à 2026 pour les élections générales. Chers confrères, on va donc espérer que tout se passe bien pour le processus d'audit du fichier électoral, et puis on reviendra ici, pourquoi pas,
en parler encore, toucher d'autres aspects liés à ce sujet. Le deuxième sujet, c'est bien, vous le savez, du 19 au 28 février 1990, s'est tenue la conférence nationale donc des forces vives. 521 délégués ont pris part justement à cette assise historique. 35 ans après, quel héritage politique est légué au Bénin au regard des résolutions de cette conférence historique? 35 ans après, cette Anselme Atemi, voilà. Quel héritage politique on a aujourd'hui? Je dirais que le meilleur héritage que nous avons eu de cette conférence des forces vives de la nation, c'est la paix que nous avons dans ce pays. La paix et, j'ai envie de dire, la démocratie. Ce système qui est resté, qui a été teinté parfois d'autres choses, mais que nous avons pu garder et que nous avons maintenu jusqu'à présent. Quand je parle de paix, je parle de la stabilité que nous avons dans le pays sur un point de vue, on va dire, politique, sur un point de vue du déroulement des processus électoraux, on en a parlé tout à l'heure, on a eu ça. La démocratie dont je parle, c'est celle que nous vivons dans ce pays, qu'on le veuille ou non, de façon périodique et selon ce qui a été prévu par la loi 4, donc la constitution de notre pays. Les élections se déroulent, les renouvellements d'instances sont faits au niveau du pays. Et donc, on peut se satisfaire déjà de cela. Mais au-delà de ça, les résolutions qui ont été prises pendant la conférence des forces vives de la nation, est-ce qu'elles sont toutes respectées aujourd'hui? Je pense que non. Moi, j'ai un petit grain de douleur quand je regarde certaines choses. Quand je regarde, par exemple, cet endroit-là qui a été le théâtre de la conférence des forces vives de la nation. Je veux parler de l'hôtel PLM à Lédio. J'y suis reparti il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Ce que j'ai vu m'a fait pleurer. J'ai perdu des larmes. J'ai trouvé que c'était éblouissant, que c'était totalement anormal, qu'un site pareil, qui devait être un site historique, que des gens devraient venir visiter, à mon entendement, hein, des endroits où on pourrait même amener nos scolaires et leur dire c'est ici que tout s'est déroulé, que ce site aujourd'hui puisse être dans cet état-là. J'ai entendu dire récemment... Il y a tout de même une opération de rénovation. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'ai entendu dire qu'il y a une décision enfin, de rénovation et tout. Au-delà d'un héritage politique, pour moi, c'est un héritage historique. C'est un héritage historique. Pour moi, le PLM à Lédio devait être peut-être, enfin, je vais même enlever le peut-être, admis au niveau de ce qu'on pourrait appeler un patrimoine historique et culturel. Enfin, je pourrais même enlever le culturel. Un patrimoine, merci, immatériel de notre pays. Parce que ce que représente cet endroit, c'est là où tout s'est déroulé. C'est là où tout s'est déroulé, qu'on le veuille ou non. C'est là où tout a été décidé pour que nous soyons où nous sommes. Il faut le préserver. Pour moi, il faut le préserver. Au-delà de tout, au-delà de la démocratie, de la paix que nous avons dans ce pays, cet endroit devrait être préservé, entre autres. Parfait, très bien. Stéphane, sur la question, la conférence nationale 35 ans après, l'héritage politique donc laissé pour la postérité, surtout pour le Bénin d'aujourd'hui. Oui, pour le Bénin d'aujourd'hui, c'est la première chose, parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Oui. Et pourquoi la classe politique de l'époque s'est sentie obligée d'aller? C'est parce que d'abord, économiquement, ça n'allait pas du tout. Ensuite, sur le plan politique, on était à bout par rapport au monolithisme politique. C'était totalement le chaos. Donc, il fallait redonner un nouveau souffle. Et donc, l'héritage politique, c'est déjà la démocratie. Nous sommes d'accord. Et ce renouveau que nous avons. Voilà, ce renouveau que nous avons. Et le consensus, l'esprit de consensus qui a prévalu tout au long de la conférence. Et quand j'écoute cette chanson de Sabouran Daniel, où il dit que quand le feu général Mathieu Kérékous est venu dans la salle et a dit que la conférence est souveraine, que c'était sur le plan national l'émoi total. Et donc je trouve que sur l'ensemble du territoire, c'était quand même, il y avait une unité, un consensus. Et donc je pense que ça, c'est un héritage que nous devrions
préserver. Et la grosse interrogation, c'est de savoir ce qu'est devenu cet héritage aujourd'hui. Est-ce que le consensus au niveau de la classe politique est préservé? Est-ce que ce n'est pas un lointain idéal de penser que les acteurs politiques devraient se retrouver dans un consensus? Non, mais je pense que quand il y a un problème qui engage la vie de l'État, ou que quand vous êtes droit face au mur et que vous n'avez plus d'issue, il faut pouvoir à un moment donné se retrouver pour dire, au-delà de tout, au-delà de nos divergences, au-delà de nos clivages politiques, nous sommes des fils de la nation, on peut s'asseoir et trouver un terrain d'entente. Je pense que ça, c'est un acquis fondamental. Ensuite, par rapport à la démocratie, oui, qui a été un renouveau politique dans notre pays, je pense que c'est l'a dit, c'est vrai que du point de vue des institutions, ça marche, du point de vue, n'est-ce pas, donc de la consultation du peuple, il y a les élections qui sont l'alternance qui est un facteur important, qui est un facteur important et qui fait d'ailleurs que notre démocratie se démarque de celle de la sous-région et de même de l'Afrique en général. Mais je veux dire que aujourd'hui, cette démocratie-là, qu'est-ce que nous en faisons? Parce que, n'oublions pas que l'ancien président de la République, Thomas Bougouni a dit, quand il était au pouvoir, que nous étions dans une démocratie Nescafé. Quand l'actuel président de la République est venu, il dit que nous sommes dans un pays de pagaille. Donc, ça veut dire que, quelque part, la démocratie qui est le nouveau couloir que nous avons pris, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'il faut ajuster. Qu'est-ce que nous faisons pour ajuster ces choses? Ensuite, je pense que les institutions que nous avons mises en place pour dérouler le processus démocratique de notre pays, aujourd'hui, le peuple béninois est attaché, n'est-ce pas, donc, à sa constitution. Est-ce que ces institutions qui sont installées à la faveur de ces constitutions, est-ce que ces institutions contribuent à rendre forte notre démocratie? Est-ce qu'à un moment donné, nous n'avons pas l'impression que la démocratie que nous avons héritée de cette conférence nationale, cette démocratie se fragilise davantage parce que il y a des hommes qui sont de plus en plus forts et les institutions de plus en plus faibles. Ça, c'est des questions de fond qu'on peut se poser. Est-ce que les libertés qu'exige la démocratie, nous les avons fondamentalement? Donc, je pense que c'est un ensemble de questions. C'est vrai qu'on me dira que tel que la démocratie se fait chez nous, est-ce que économiquement, ça nous permet d'avancer? Est-ce que ça nous permet d'avancer? Mais a-t-on besoin forcément d'une démocratie, je sais pas, fragilisée pour avoir une économie forte? Ça, c'est une équation qu'il faudrait également régler. Parce que vous avez tout de même exposé beaucoup d'interrogations sans réponse. Oui, je ne suis pas forcément un expert pour avoir toutes les réponses, mais je pense que à un moment donné, il faudrait qu'on y réfléchisse. Il faut se poser ces questions et qu'on y voit ce qu'on peut faire pour préserver ce secteur. Parce que si nous sommes là en plateau en train de parler aujourd'hui, c'est à cause de cette démocratie. Alors, quand nous allons vieillir, les jeunes qui viendront journalistes, est-ce qu'ils auront la même chance que nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons la même chance que ceux nos confrères qui nous ont précédés? Ça, c'est des interrogations. Donc, la démocratie, je pense que c'est un joyau. C'est un joyau que nous devons chérir, que nous devons entretenir. Très bien. Sylvanus, Aïmava sur la question de la conférence de l'héritage politique. Oui, l'héritage politique, 35 ans après, c'est vrai, nous avons toujours les institutions qui sont en place. L'alternance au pouvoir est assurée. Le processus démocratique suit son cours, seulement que on constate que notre démocratie a trébuché, mais elle n'est pas tombée. Elle a trébuché parce que, vous savez que dans un passé récent, il y a eu de l'exclusion pour des élections législatives. Nous avons connu ça, nous avons connu des violences aussi en 2019, post-électoral en 2019. Donc, c'est là où notre démocratie a trébuché. Vous voyez? Et aujourd'hui, je crois que bon, ça se redresse petitement, mais toujours est-il que nous avons encore du chemin. Nous avons encore du chemin à faire pour notre démocratie parce que figurez-vous que la réforme du système partisan
qui est d'ailleurs dans le, je crois que ça fait partie du programme du candidat Patrice Talon, son programme du nouveau départ qu'il a déroulé depuis 2016. Vous constatez que cette réforme était, c'est dit, la bienvenue. Parce que il fallait mettre fin quand même au club politique, les mouvements politiques qui se créaient tous azimuts dans le pays, ceux-là qui prenaient le parti politique comme moyen de pression, il y avait trop de marchandage politique. Donc cette réforme a mis, je crois, et ça c'est une avancée, a mis fin un peu à ce marchandage politique. Mais ce qui est à déplorer, c'est quoi? La réforme n'a pas été conduite, c'est-à-dire avec l'ensemble de la classe politique. C'est là où on a un peu péché. Et cette réforme aurait pu même déjà passer par un référendum pour qu'on sache déjà qu'il y a l'adhésion du peuple. Mais c'est passé par le Parlement et il n'y a pas eu. Non, je sais, une émanation, oui, du peuple. Je suis d'accord, mais on avait à l'époque une Assemblée nationale monocolore. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On avait ça. C'est ça le problème. Donc, qui résulte quand même des élections. Hein? Non, des élections qualifiées d'exclusives. Oui, non, pas moi. Pas moi, c'est ce qui a été dit dans le temps et heureusement on a voulu rattraper les choses et les partis d'opposition ont participé aux dernières législatives. La réforme est aujourd'hui très éprouvée et on se demande qu'est-ce que cela deviendra, c'est-à-dire après Talon. C'est ça encore la grosse interrogation. Oui. Question que vous vous posez. Voilà, on va finir puisqu'on a un troisième sujet qu'on va aborder rapidement, mais cet ancien Atemi, je sens que vous brûlez d'envie quand même de... Je voulais dire deux choses. Oui. Avant peut-être votre question. Oui. Je voulais dire que pour moi, entre 1990 et aujourd'hui, à mon entendement et à ma vision, nous avons moins d'hommes forts aujourd'hui que nous en avions à l'époque avant la conférence des forces vives de la nation. Et nous avons aujourd'hui de plus en plus d'institutions, à mon entendement et à ma vision, d'institutions fortes. C'est ce que je voulais dire, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai ce que dit mon confrère à côté, mais il y a une chose qui aujourd'hui pourrait demeurer un malheur pour certains et un bonheur pour les autres, c'est que les réformes ne sont portées que par les hommes qui ont le pouvoir en main, qui portent le pouvoir au moment précis où elles sont en entreprise. Et malheureusement pour certains, ces réformes sont entreprises et portées par ceux qui sont là actuellement. C'est vrai que si on avait eu un consensus total, un référendum c'est un choix, c'est une option. L'option du référendum n'a pas été choisie, l'option du Parlement a été préférée. Mais si on avait eu un consensus total et beaucoup plus inclusif, je pense que nous ne serons pas aujourd'hui à débattre de sont-elles bonnes, enfin ces réformes pour le pays, ont-elles pris en compte tout ce que les uns et les autres voudraient, et ça reviendrait un peu à la question que nous avons préalablement déjà développée tout à l'heure concernant le fichier électoral national. Très bien, voilà. Je crois que la conférence nationale des forces vives, quand on parle d'héritage politique, il faut quelqu'un pour les préserver. Les partis politiques, quel est leur rôle dans la préservation d'un certain nombre d'héritages, de composantes qui se retrouvent dans cet héritage politique? Le rôle des partis politiques, je pense que c'est un rôle d'avant-gardiste. Les partis politiques doivent être ceux-là, les acteurs même, d'accord, de la préservation de ces acquis-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que le rôle des partis politiques, c'est le rôle d'éducation. Le rôle d'éducation. Il faudrait que les militants soient sensibilisés à des valeurs. Et au sein des partis politiques, les aptitudes démocratiques doivent être développées. Si les militants ne sentent pas que le parti est géré de façon démocratique, c'est pas l'idéal, la valeur qu'on est en train de communiquer aux militants à la base. Et donc, je trouve que il faut pouvoir éduquer les militants
les militants à l'esprit de consensus. À l'esprit de consensus. Par exemple, je pense que pour élire les représentants au niveau des quartiers de ville, je pense que au lieu d'aller forcément à des votes qui peuvent développer l'esprit de concurrence, il vaudrait, si on a des candidats, pourquoi ne pas leur demander d'aller se retrouver et de dégager un candidat entre eux. Peut-être que si ça ne marche pas, si ça échoue, ils reviennent. Donc, je pense que c'est des initiatives qui peuvent faire, puisque, in fine, ce sont les partis politiques qui, politiquement, sont porteurs d'un idéal pour la société. Et donc, les partis politiques doivent jouer ce rôle d'avant-gardiste, c'est savoir que la démocratie qui constitue le pilier, n'est-ce pas, donc, sur lequel nous sommes, c'est à eux de faire survivre cela. Très bien. À travers leurs pratiques, à travers les mentalités qui sont développées. Stéphane a parlé quand même des valeurs. Vous savez, effectivement, vous avez vu, l'UPR a célébré les 35 ans. Et je crois que l'UPR est presque le seul parti qui en a parlé, l'éducation des valeurs dans les partis politiques. On y va avec, et on finit avec notre troisième sujet rapidement. Oui, non, je crois que les partis ont un rôle important à jouer dans la cité. Ça part déjà de l'animation de la vie politique, et ça part déjà de l'éducation à la citoyenneté. Parce que c'est très important, tant que le citoyen ne connaît pas ses droits, ses devoirs, le citoyen sera ignorant et beaucoup de choses peuvent se passer. Et le pouvoir qu'on lui attribue, il ne pourra jamais l'exercer. Donc c'est important que les partis politiques se souviennent de ce qui s'est passé il y a 35 ans, de ce qui a prévalu pour qu'on en arrive là. Et c'est le Bénin qui avait donné le top à l'époque et les autres pays de l'Afrique francophone aussi ont initié des conférences nationales chez eux. Donc il faut forcément que les partis politiques travaillent, c'est-à-dire à la construction d'un citoyen de type nouveau. On va évoquer quelques minutes un tour rapidement. Vous savez que le programme des 20 000 logements sociaux, ce programme a été donc effectif et puis les logements sociaux sont disponibles. La commercialisation a démarré. Nous sommes toujours dans le hautement social. Anselme Atemi. Nous sommes dans le hautement et richement social. Je ne sais pas si vous avez un peu lu les conditions pour l'acquisition de ces logements-là. C'est vrai que cela permet un tant soit peu aux populations de pouvoir acquérir un domicile pour soi. C'est une question qui a longtemps préoccupé et qui va, de mon point de vue, préoccuper éternellement le Béninois. Habiter chez soi, c'est pour lui plus important même que toute chose. Mais avec les conditions qui sont là, je ne sais pas si la plupart des Béninois, j'ai envie de dire, je ne sais pas si le Béninois lambda, comme on aime le dire là, aura l'opportunité de pouvoir facilement acquérir ces logements-là. Hautement social. Vous avez une durée de 27 ans. Par ailleurs, vous avez une durée de 17 ans. Et voilà, et donc moins de 100 000 francs par mois pour certains, selon le type que vous auriez choisi. Je ne l'avais pas lu avec autant de détails. Et avec ce que j'entends, je crois que oui. Je pourrais dire oui, nous sommes toujours dans le hautement social. Mais il y a combien de logements sociaux qui ont été réalisés pour combien de Béninois? C'est la question que moi je me pose derrière. Très bien. Stéphane, je vous fais la question rapidement. Oui, hautement social, oui, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une forme d'accompagnement de la classe. Je sais pas si c'est la classe moyenne ou la basse classe, parce que quand moi je vois les critères, je ne sais pas, parce que même quand on dit moins de 100 000, avec le pouvoir d'achat du Béninois ordinaire, c'est toujours difficile, hein. C'est toujours difficile. Et moi, je pense que c'est par rapport à ces critères-là que moi, je voudrais me prononcer. Le chef de l'État, ou bien le gouvernement, sa démarche est à saluer. Mais je trouve que, en un moment donné là, dans la classification de qui est pauvre, qui est pauvre. En fait, les logements sociaux, ils n'ont jamais dit que c'est pour les pauvres. Non, mais je dis, quand on veut faire un logement social,
Ça a tout son sens. Hein. Quand on dit logement social, ça a tout son sens. Ça dit que c'est pour permettre aux Béninois ordinaires qui n'a pas un certain standing de vie d'accéder à un logement. Et par rapport à ça, quand on voit le pouvoir d'achat du Béninois, là, moins de 100 000 même, parce que quand on prend, je sais pas, un enseignant d'une certaine catégorie, peut-être il va s'inscrire déjà à ce programme dès sa première année, quand il rentre, quand il est engagé, jusqu'à ce qu'il ne finisse sa carrière. Donc, je pense que il faut revoir les critères. Moi, c'est ma doléance. Il faut revoir les critères de manière à ce que ça soit plus accessible à tout le monde. Plus accessible. C'est déjà accessible, mais plus accessible encore. Il faut descendre. Il faut descendre. Il ne faudrait pas que la classification des blancs là, de catégorie là, ça ne vient pas ici. Ça ne vient pas ici parce que nous, nos réalités là, c'est différent. Bon, ils n'ont jamais dit que c'est pour la classification occidentale. C'est un peu à l'image des HLM en France, où quand on veut construire des logements sociaux, on tient compte de certains critères et ces logements sont destinés aux ménages faibles, moyens, vous voyez. Mais ici, c'est l'avantage que cela peut avoir pour le Béninois, c'est que le Béninois loue des appartements, loue des chambres, et il reste dedans pendant des années. Aujourd'hui, on lui donne la possibilité de rester en location, mais pour devenir plus tard propriétaire. Ce n'est pas mal comme idée, seulement que les critères, posent problème. Parce qu'on demande déjà que pour quelqu'un qui veut prendre un logement qui coûte près de 23 millions, il faut déjà forcément que celui-là ait comme un revenu 300 000 francs par mois. Et de 300 000 francs là, on va c'est-à-dire retirer 97 000 à la fin de chaque mois. Vous imaginez, combien de Béninois gagnent 300 000 francs le mois dans ce pays avec la cherté de la vie dont les Béninois continuent de souffrir. Combien de Béninois? Donc, c'est un peu comme si, et le gouvernement a classifié, je suis d'accord, c'est catégorisé, il y a logement social d'un côté, logement économique d'un autre côté. Mais toujours est-il que ce qu'on appelle même logement social serait difficile, c'est-à-dire, pour les Béninois, c'est-à-dire, d'acquérir, quoi. C'est difficile, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Voilà. C'est ça le véritable problème. Il faudrait que le gouvernement, c'est-à-dire, revoie ces critères-là pour que ces logements-là ne deviennent pas peut-être des habitations inoccupées plus tard ou délabrées plus tard. Il faut forcément qu'on revoie, c'est-à-dire, les critères. Parce voilà, que merci beaucoup à vous. Hein. Je sais, chers confrères, je sais qu'on a beaucoup à dire encore sur le sujet, mais ce n'est que partie remise. Merci à vous, Sylvanus Aimavor, journaliste indépendant. Merci à vous, Seth Anselme-Atemi, journaliste indépendant également. Merci à vous, Stéphane Arkinou Rossou. Vous êtes rédacteur en chef de l'autre vision. Merci pour votre disponibilité, mesdames et messieurs. Et donc, vous savez désormais ce que pensent nos invités, nos confrères, des sujets que nous avons retenus pour vous pour ce numéro de votre rubrique l'hebdo des éditorialistes. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et vous n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelbenin.com. Vous avez nos applications mobiles, sans oublier notre chaîne YouTube Télé Bénin et notre page Facebook. Mesdames et messieurs, dans l'espérance de vous retrouver dimanche prochain, d'ici là, portez-vous bien, agréable suite de journée dominicale sur nos antennes.